nous apprécions chacun d'entre vous. Nous aimerions savoir de quelle partie du monde vous nous regardez en ce moment. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui. Le doux ronronnement des deux écrans d'Alex Wood emplissait son bureau à domicile tandis que ses doigts dansaient sur le clavier. Des lignes de code se reflétaient dans ses lunettes à monture métallique. L'horloge sur son bureau indiquait 23h47. Une tasse de café à moitié vide avait tourné au vieux à côté de son tapis de souris, la surface en céramique portant les mots décolorés « Meilleur papa du monde », un cadeau de fête des pères de Thomas il y a 3 ans. À 42 ans, Alexander Wood avait maîtrisé l'art des séances de codage nocturne. Un meuble que Marissa avait insisté pour acheter dans ce magasin d'antiquités hors de prix du centre-ville de Millbrook. Il sourit en y pensant, se rappelant comment elle l'avait convaincu que cela ajouterait du caractère à son espace de travail. Le souvenir de son enthousiasme ce jour-là lui réchauffait encore le cœur, même si ses yeux brûlaient d'avoir trop longtemps regardé les écrans. Un éclat de rire soudain flotta à travers sa fenêtre légèrement ouverte, coupant court à sa concentration. Le son était familier, le rire de Marissa, celui qui faisait encore battre son cœur plus vite après 15 ans de mariage. Mais quelque chose dans le fait de l'entendre à cette heure le fit s'arrêter. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier tandis qu'il écoutait plus attentivement. L'air nocturne portait sa voix clairement, chaque mot un poignard dans son cœur. Tu imagines qu'il n'en a toujours aucune idée. 3 enfants, tous de toi, et il paie encore l'école privée. Les mains d'Alex commencèrent à trembler. La lueur des écrans sembla soudain dure, presque moqueuse. Il se leva de sa chaise, le cuir coûteux grinçant dans le silence qui suivit ses mots. Ses jambes le portèrent automatiquement vers la fenêtre, son esprit refusant de traiter ce qu'il venait d'entendre. La voix de Marissa continua, plus douce maintenant, mais toujours assez claire. Je sais Bruce, parfois je me sens coupable, mais ensuite je me rappelle à quel point tu as tout bien planifié. Bruce Cumin, le nom résonna dans l'esprit d'Alex, apportant avec lui un flot d'images. Bruce à leur fête de Noël, Bruce conseillant sa mère sur les investissements, Bruce tenant Lucas à son baptême, Bruce avec son sourire parfait et ses costumes sur mesure, qui gérait les finances de sa mère depuis 16 ans. Les genoux d'Alex fléchirent, le forçant à saisir le cadre de la fenêtre pour se soutenir. Le bois brut sous ses doigts semblait plus réel que toute autre chose à ce moment-là. Dehors, Marissa arpentait l'allée du jardin, sa silhouette illuminée par les lumières de sécurité. Elle portait son peignoir de soie préféré, celui qu'il lui avait acheté à leur dernier anniversaire. Sa main libre gesticulait avec animation pendant qu'elle parlait, inconsciente de son public. La semaine prochaine, oui, je peux faire ça, continua-t-elle, sa voix prenant ce ton enjoué qu'Alex avait toujours aimé. La maison de Caroline à la plage est parfaite à cette période de l'année. Elle a déjà proposé de s'occuper des enfants. Sa mère, Caroline, était aussi de mèche. La révélation le frappa comme un coup physique, chassant l'air de ses poumons. Sa prise sur le cadre de la fenêtre se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Des souvenirs commencèrent à affluer, exigeant un réexamen. Ces appels d'urgence de l'hôpital qui semblaient toujours arriver quand Bruce était en ville. Les fréquentes réunions de planification financière avec sa mère qui se prolongeaient tard dans la soirée. La façon dont les yeux de Thomas se plissaient quand il riait, tout comme ceux de Bruce. Les cheveux auburn d'Emma, si différents de ses propres cheveux bruns foncés ou de ceux de Marissa. Le talent naturel de Lucas pour les chiffres, reflétant le sens financier de Bruce. Il avait rejeté ses pensées auparavant, riant des commentaires de ses amis sur le peu de ressemblance de ses enfants avec lui. La génétique est drôle, disait-il, fier de son mariage sûr et de sa famille heureuse. Maintenant, chaque souvenir se tordait comme un couteau, révélant des couches de tromperie. Il avait été trop confiant pour voir en dessous. Marissa rit à nouveau, le son grinçant maintenant contre ses oreilles. Tu sais toujours exactement quoi dire, n'est-ce pas? Oui, je porterai cette robe bleue que tu aimes tant. Une pause. Je t'aime aussi, bonne nuit. Alex regarda sa femme terminer l'appel, serrant le téléphone contre sa poitrine avec un sourire rêveur qu'il pensait réservé pour lui. Elle resta là un instant, baignée par le clair de lune, ressemblant à la femme dont il était tombé amoureux toutes ces années auparavant. Mais maintenant, il la voyait différemment, une étrangère portant le visage de sa femme, une actrice qui avait perfectionné son rôle pendant 15 ans de mariage. Elle se tourna et retourna vers la maison, son peignoir de soie miroitant dans les lumières de sécurité. Alex recula de la fenêtre, se déplaçant silencieusement à travers son bureau. Il ne pouvait pas l'affronter, pas maintenant,
pas quand tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie venait d'être révélé comme un mensonge élaboré. L'écran de son ordinateur brillait toujours avec le projet sur lequel il avait travaillé, des lignes de code pour une nouvelle fonctionnalité logicielle qui semblait soudain dénuée de sens. La tasse, meilleur papa du monde, se moquait de lui depuis le bureau. Il combattit l'envie de tout balayer sur le sol, de briser la façade soigneusement entretenue de sa vie, tout comme sa réalité avait été brisée. Au lieu de cela, il se laissa retomber sur sa chaise, ses mouvements mécaniques. Le cuir ne semblait plus confortable. Rien ne semblait plus juste. Il pouvait entendre les pas de Marissa en bas, se déplaçant dans leur cuisine. Les sons habituels de leur maison. Le ronronnement du réfrigérateur. Le tic-tac lointain de l'horloge de parquet dans le couloir. Le doux bruissement du ventilateur de son ordinateur. Tout semblait prendre une qualité sinistre. Ses mains tremblantes trouvèrent son téléphone, ouvrant son navigateur. Il tapa, brusquement, dans la barre de recherche, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti le besoin de faire auparavant. Des images chargèrent. Bruce a des événements caritatifs. Bruce recevant des prix pour son travail de conseiller financier. Bruce avec sa femme, Krista, à des rassemblements sociaux. Sur chaque photo, ce sourire parfait rayonnait vers lui. Le sourire que ses enfants avaient hérité. Le bruit des pas de Marissa dans les escaliers le ramena à la réalité. Rapidement, il ferma le navigateur et se tourna vers son code. La poignée de la porte tourna et elle apparut dans l'embrasure, toujours enveloppée dans son peignoir de soie. « Tu es encore debout ?» Sa voix portait la même chaleur qu'elle avait toujours eue, mais maintenant Alex entendait l'artifice dedans. « Ne travaille pas trop dur, chérie, tu viens te coucher bientôt ?» Il se força à la regarder, à sourire comme si son monde ne venait pas de s'effondrer. « Je termine juste ici. Vas-y, j'arrive dans un instant. » Elle lui envoya un baiser, un geste qu'elle avait fait des milliers de fois auparavant, et ferma la porte. Alex attendit que ses pas s'estompent avant de laisser son masque s'écrouler. Ses mains se serrèrent en poing alors que tout le poids de la trahison pesait sur lui. Demain, il commencerait à enquêter. Demain, il commencerait à planifier. Mais ce soir, dans la solitude de son bureau, Alexander Wood se permit de ressentir toute l'ampleur de sa perte. Des larmes silencieuses tombèrent sur son clavier alors que 15 ans de souvenirs se transformaient, de moments précieux, en tromperies soigneusement orchestrées. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un flou de routine et d'enquête cachée. Alex maintint son emploi du temps habituel avec une précision mécanique, tout en mettant en œuvre un plan qui révélerait toute l'étendue de la trahison de sa famille. Son premier appel avait été pour Jared Glover, un détective privé recommandé par un collègue qui avait vécu un divorce difficile il y a des années. Ils se rencontrèrent dans un petit café à 2 villes de Millbrook, loin des regards indiscrets. Glover ne ressemblait en rien au détective typique. Il portait un costume d'affaires repassé et portait une tablette au lieu d'un carnet. Ses yeux, cependant, avaient cette qualité d'investigation pointue dont Alex avait besoin. « Dites-moi tout », dit Glover, sa voix basse et professionnelle pendant qu'il mélangeait son americano. « Ne laissez rien de côté. » Alex raconta la révélation de cette nuit-là, sa voix stable malgré la tourmente intérieure. Pendant qu'il parlait, les doigts de Glover se déplaçaient sur sa tablette, prenant des notes avec une efficacité maîtrisée. 16 ans d'amitié avec Bruce Cumin, réfléchit Glover, levant les yeux de son écran. Et l'implication de votre mère. C'est un angle intéressant. Nous commencerons par là. Au cours des jours suivants, les mises à jour de Glover arrivèrent dans des courriels cryptés, chacun révélant une autre couche de tromperie. La première percée vint des relevés de la maison de plage de Caroline. La propriété de votre mère accueille régulièrement des retraites de planification financière depuis 15 ans, rapporta Glover lors de leur 2e rencontre. Toujours quand vous êtes en voyage d'affaires. Les factures de services publics montrent des schémas d'utilisation cohérents. Des pics d'eau et d'électricité pendant ces périodes. L'estomac d'Alex se noua en examinant les preuves soigneusement documentées. Des photos montraient la voiture de Marissa garée dans l'allée de la maison de plage à de nombreuses reprises, toujours à côté de la Mercedes de Bruce. Les eurodatages correspondaient parfaitement à ces supposées urgences hospitalières. L'enquête sur les dossiers médicaux s'avéra encore plus dévastatrice. Le contact de Glover au service des archives de l'hôpital avait découvert une série d'appels d'urgence falsifiés, créés pour fournir des alibis aux absences de Marissa. Mais la preuve la plus accablante provint d'une source médicale différente. J'ai obtenu des résultats de tests ADN, annonça Glover lors de leur réunion finale,
faisant glisser une épaisse enveloppe manille sur la table. Ils ont été effectués dans un établissement privé dans l'état voisin. Bruce Cumin les a commandés peu après la naissance de chacun de vos enfants. Les mains d'Alex tremblèrent en ouvrant l'enveloppe. Le langage clinique des tests génétiques éplait ce qu'il avait déjà commencé à soupçonner. Thomas, Emma et Lucas ne partageaient aucun ADN avec lui. Les marqueurs génétiques des 3 enfants correspondaient parfaitement à ceux de Bruce Cumin. Il y a plus, continua Glover, sa voix plus douce maintenant. J'ai découvert une série d'échanges de courriels entre votre mère et Marissa datant d'avant votre mariage. Vous devriez les lire vous-même. Les courriels imprimés racontaient une histoire qui glaça le sang d'Alex. Sa mère avait orchestré toute la relation, croyant que Bruce était une meilleure partenaire pour Marissa, mais incapable de convaincre son fils de rompre les fiançailles. Au lieu de cela, elle créa des occasions pour Bruce et Marissa de se rencontrer, encouragea leur liaison et aida à maintenir leur tromperie pendant plus de 15 ans. Un courriel de Caroline à Marissa daté juste avant le mariage était particulièrement révélateur. Bruce est le meilleur choix, ma chère, nous le savons toutes les deux, mais Alex est stable, assez riche et complètement dévoué à toi. De cette façon, tu peux tout avoir, la stabilité d'Alex et la passion de Bruce. Crois-moi, j'ai tout bien réfléchi. La trahison avait été méthodiquement planifiée et exécutée depuis le tout début. Tout son mariage avait été un mensonge soigneusement construit avec sa propre mère comme architecte. Les registres financiers peignirent une image encore plus claire. Bruce avait canalisé de l'argent par le biais de divers comptes, créant un filet de sécurité pour Marissa et les enfants. Caroline avait aidé à gérer ces transactions en utilisant sa position de matriarche familiale pour cacher les transferts d'argent dans des opérations commerciales légitimes. La maison de plage de votre mère n'est pas seulement un lieu de rencontre, expliqua Glover en affichant d'autres documents sur sa tablette. Elle a été utilisée comme garantie pour plusieurs investissements au nom de Bruce. La propriété elle-même fait partie d'un montage financier complexe qui profite à Bruce et à Marissa. Alex se renversa sur sa chaise, le poids de chaque révélation pesant sur lui. Le café grouillait autour d'eux, les gens vaquant à leur vie normale tandis que son monde continuait de s'effondrer avec chaque nouvelle preuve. Et la femme de Bruce, demanda Alex, pensant soudain à Christa Wagonet-Cumin, l'élégante femme qui avait assisté à d'innombrables dîners de famille, assise sans le savoir en face de la maîtresse de son mari. Glover secoua la tête. Rien n'indique qu'elle soit au courant. Elle est autant victime que vous. Il fit une pause, vérifiant ses notes. Il y a des preuves suggérant que Bruce a transféré des actifs hors de leur compte conjoint depuis des années. Il se prépare à quelque chose. L'enquête avait révélé une toile de tromperie si complexe qu'il fallut à Glover près de 30 pages pour documenter toutes les connexions. Des relevés bancaires, des registres de propriété, des dossiers médicaux et des photos de surveillance peignirent une image de trahison qui dura plus d'une décennie et demie. Monsieur Wood, dit Glover alors que leur réunion finale touchait à sa fin, en mes 20 ans de carrière de détective, je n'ai jamais rien vu de tel. Le niveau de planification, la durée de la tromperie, c'est sans précédent. Alex hocha la tête, son visage un masque de calme qui cachait la tempête qui faisait rage à l'intérieur de lui. Merci pour votre minutie, monsieur Glover. Votre dernier paiement sera transféré aujourd'hui. Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, l'esprit d'Alex vagabonda vers ses enfants, non, les enfants de Bruce. Malgré tout ce qu'il avait appris, il ne pouvait s'empêcher de voir leur visage. Thomas se concentrant sur ses devoirs à la table de la cuisine, Emma pratiquant son violon dans le salon, Lucas construisant des structures élaborées avec ses Legos. Ils étaient innocents dans tout cela, pourtant leur existence même était la preuve de la trahison. Le plus difficile était de maintenir une vie normale à la maison. Chaque matin, il embrassait Marissa en la voyant partir pour l'hôpital. Chaque soir, il aidait les enfants avec leurs devoirs, jouait à des jeux avec eux, leur racontait des histoires au coucher, tout en portant la connaissance que chaque moment de sa vie familiale avait été construit sur des mensonges. Mais Alexander Wood n'était plus le mari confiant qui s'était tenu à cette fenêtre il y a 2 semaines. Avec chaque preuve que Glover découvrait, une nouvelle version de lui-même émergeait, calculatrice, patiente et déterminée à orchestrer un règlement de compte qui ébranlerait les fondations de Millbrook. Le bureau de Miranda Hughes incarnait tout de sa réputation, élégant, imposant et méticuleusement organisé. Alex était assis en face de son bureau, la regardant examiner méthodiquement les conclusions de Glover. Elle fit une pause, ajustant ses lunettes à monture métallique, remarquablement complet. Votre détective a fait un excellent travail. Elle leva les yeux, ses yeux perçants étudiant le visage d'Alex.
La question est de savoir ce que vous voulez en faire. Alex avait choisi Miranda spécifiquement pour sa réputation. Elle n'était pas connue pour être gentille ou compréhensive, elle était connue pour être impitoyable et efficace. Les murs de son bureau affichaient des articles de presse sur ses affaires les plus notables, chacune étant un témoignage de sa capacité à détruire ses adversaires devant les tribunaux. « Je veux tout », répondit Alex, sa voix calme mais ferme, « mais je veux que ce soit bien fait. Pas de place pour des contre-attaques, aucune chance pour eux de se préparer. Je veux qu'ils se sentent aussi pris au dépourvu que moi. » Les lèvres de Miranda se courbèrent en un léger sourire. « Dans ce cas, nous devrons être stratégiques. Tout d'abord, nous devrons sécuriser vos actifs. Je suppose que vous ne vous êtes encore confronté à aucun d'eux. » « Non. J'ai tout maintenu comme d'habitude. » « Bien. Continuez comme ça. » Elle appuya sur un bouton de son téléphone de bureau. « Janet, mettez-moi Gustavo Goodrich en ligne, appel prioritaire. » Dans l'heure qui suivit, Gustavo Goodrich se joignit à eux. La réputation du conseiller financier correspondait à celle de Miranda. Il était spécialisé dans les affaires de divorce à enjeux élevés où les actifs devaient être protégés et transférés rapidement et légalement. « Le calendrier doit être parfait, » expliqua Gustavo en étalant des documents sur la table de conférence de Miranda. « Nous devrons transférer vos actifs par étapes, rien de trop évident. Comptes offshore, fiducies aveugles, investissements commerciaux légitimes qui ne peuvent pas être facilement retracés ou contestés. » Les heures suivantes furent consacrées à l'élaboration d'une stratégie qui ne laisserait rien au hasard. La société de logiciels d'Alex serait préparée à la vente, ses actifs protégés par une série complexe de transactions. Les comptes personnels seraient sécurisés, les propriétés réaffectées et les investissements restructurés. Qu'en est-il des enfants? Alex posa la question qu'il redoutait de formuler. L'expression de Miranda s'adoucit légèrement, le plus proche qu'elle pouvait être de la sympathie. Légalement, vous pourriez contester la garde en raison de la fraude, mais compte tenu des preuves ADN, elle laissa la phrase en suspens. « Je ne leur ferai pas subir ça, » décida Alex. « Ils sont innocents dans tout cela. Mais je veux m'assurer qu'ils soient pris en charge par le biais de canaux auxquels ni Marissa ni Bruce ne pourront accéder. » Gustavo hocha la tête, prenant des notes. « Nous pouvons créer des fiducies indépendantes pour chaque enfant. Des conditions inébranlables, des fiduciaires professionnels, aucune possibilité d'ingérence de quelque partie que ce soit. La planifie. » Jusqu'à tard dans la soirée, chaque aspect de la vie d'Alex fut examiné, chaque vulnérabilité traitée. L'assistante de Miranda apporta le dîner pendant qu'il travaillait, les contenants vides s'entassant au fil des heures. « Le plus dur, » prévint Miranda, « c'est que nous allons devoir maintenir une vie normale à la maison pendant que nous mettons tout en place. Un seul faux pas, une seule allusion que quelque chose ne va pas, et ils pourraient commencer à déplacer eux-mêmes leurs actifs. » Alex pensa à la veille, lorsqu'il aidait Emma avec ses devoirs de maths. Elle leva les yeux vers lui avec les yeux de Bruce, lui demandant de l'aide pour les fractions. La douleur avait été presque insupportable, mais il avait souri, expliqué le problème et loué ses progrès. « Je peux gérer ça, » le rassura-t-il. « Je gère ça depuis 15 ans sans le savoir. Je peux bien gérer quelques semaines de plus. » Les jours suivants s'installèrent dans une routine méticuleuse. Les matins commençaient par un petit déjeuner en famille, Alex observant Marissa préparer les déjeuners pour leur, non, ses enfants et ceux de Bruce. Il l'embrassait pour lui dire au revoir, goûtant le mensonge sur ses lèvres, puis partait en voiture au travail comme si rien n'avait changé. Pendant la journée, il préparait méthodiquement son entreprise à ce qui allait arriver, organisant des réunions privées avec son équipe de direction axée sur la restructuration, formulée avec soin pour suggérer une optimisation commerciale de routine plutôt qu'une préparation à la vente. Chaque décision était calculée, chaque mouvement précis. Les soirées étaient les plus difficiles. Les dîners en famille autour de leur table en acajou devenaient des exercices de maîtrise de soi. Alex écoutait Thomas parler de son entraînement de football, notant que les gestes animés du garçon reflétaient les manières de Bruce. Emma s'exerçait au violon après le dîner, la mélodie entend la maison tandis qu'Alex était assis dans son bureau, faisant semblant de travailler alors qu'il coordonnait en réalité avec Gustavo via des emails cryptés. Lucas, le plus jeune, âgé de 9 ans, s'avéra le plus difficile à affronter. Un soir, alors qu'Alex l'aidait à construire une fusée miniature, le garçon leva les yeux avec une admiration pure dans ses yeux, les yeux de Bruce, et dit « Tu es le meilleur papa du monde ». Les mots frappèrent comme des coups physiques, mais Alex garda son sourire. « Merci mon pote, passe-moi cette colle,
s'il te plaît. Pendant ce temps, la machine de sa vengeance avançait avec une précision implacable. Gustavo avait créé un réseau complexe de transferts financiers, chacun légal, mais délibérément difficile à tracer. Les actifs étaient déplacés via plusieurs juridictions, atterrissant finalement dans des endroits où ils seraient pratiquement impossibles à récupérer. La beauté de la chose, expliqua Gustavo lors d'un de leurs appels vidéo sécurisés, c'est que tout semble complètement normal en surface. Nous ne cachons rien, nous ne faisons que relocaliser des actifs via des canaux parfaitement légitimes. La participation de Miranda au plan était tout aussi méticuleuse. Elle préparait la documentation pour chaque scénario possible, anticipant tous les défis juridiques qui pourraient survenir. Son équipe travaillait discrètement, construisant un dossier étanche tout en maintenant une confidentialité absolue. Nous avons documenté chaque cas de fraude, rapporta TL lors d'une réunion tardive dans son bureau. Les tests ADN, les tromperies financières, l'implication de votre mère, tout. Quand nous agirons, ils n'auront aucune marge de manœuvre. Le plus dur était de regarder Marissa continuer sa tromperie. Elle maintenait sa routine d'appel d'urgence à l'hôpital, chacun d'eux étant désormais transparent pour Alex comme une autre rencontre avec Bruce. Il remarqua qu'elle portait toujours des bijoux spécifiques ces jours-là, des pièces qu'il ne lui avait pas achetées. La robe bleue qu'elle préférait pour ces rencontres était suspendue dans leur placard comme une accusation silencieuse. Les visites hebdomadaires de Caroline devinrent des exercices de retenue. Sa mère arrivait en apportant des biscuits faits maison, chouchoutant les petits-enfants qu'elle avait aidés à orchestrer. Elle demandait des nouvelles de son travail, de ses projets, tout en sachant qu'elle avait aidé à détruire les fondations de sa vie. « Tu travailles trop, mon chéri », dit-elle lors d'une de ses visites, tendant la main pour toucher son bras. « Tu as l'air fatigué, tu devrais peut-être prendre des vacances. » Alex avait souri, se demandant si elle espérait qu'il quitte la ville pour que Bruce et Marissa puissent à nouveau utiliser la maison de plage. Trop occupé en ce moment, maman, peut-être plus tard. Les enfants restaient son ancrage à la raison. Bien qu'ils connaissent la vérité sur leur parenté, Alex se rendit compte qu'il ne pouvait pas s'empêcher de les aimer. Ils étaient autant victimes de cette tromperie que lui. Chaque nuit, il allait les voir pendant qu'ils dormaient, leurs visages innocents paisibles dans l'obscurité. Il créa les fiducies comme prévu, travaillant avec des fiduciaires indépendants qui assureraient la sécurité financière des enfants, quoi qu'il arrive aux adultes impliqués. La documentation était formulée avec soin pour les protéger de toute retombée, tout en garantissant que ni Marissa ni Bruce ne puissent accéder au fonds. Ces fiducies sont à toute épreuve, lui assura Gustavo. Quoi qu'il arrive, les enfants seront pris en charge. Au fil des semaines, la transformation d'Alex se poursuivit. Le mari confiant qui se tenait à la fenêtre de son bureau cette nuit fatidique avait disparu, remplacé par un stratège qui voyait chaque interaction comme un mouvement dans un jeu complexe. Il notait chaque appel téléphonique que Marissa passait, chaque réunion que sa mère organisait, chaque rencontre fortuite avec Bruce lors d'événements sociaux. Chaque élément de preuve était soigneusement catalogué et ajouté à l'arsenal croissant de Miranda. Relevés bancaires, registres téléphoniques, photos de surveillance, tout s'accumulait en vue du moment où la vérité serait enfin révélée. La façade qu'il entretenait était parfaite. Il assistait aux fonctions scolaires, organisait des dîners, jouait au golf avec des associés, tout en orchestrant le démantèlement systématique des mensonges qui avaient façonné sa vie pendant 15 ans. « Votre poker face est remarquable », observa Miranda lors d'une de leurs réunions. « Mais rappelez-vous, le moment venu, vous devrez être préparé aux retombées émotionnelles. Il ne s'agit pas seulement des aspects juridiques et financiers. » Alex hocha la tête, son expression neutre. « Je traite les aspects émotionnels depuis des semaines maintenant. Le moment venu, je serai prêt. » Alors que l'automne s'approfondissait et que les feuilles de Millbrook commençaient à changer de couleur, les préparatifs d'Alex approchaient de leur achèvement. Les pièces étaient en place, les actifs sécurisés, les preuves compilées, les documents juridiques préparés. Il était devenu l'architecte d'un autre type de tromperie, une tromperie conçue non pas pour maintenir les mensonges, mais pour les exposer. Dans son bureau à domicile tard dans la nuit, il se tenait parfois à la même fenêtre où il avait entendu pour la première fois la conversation téléphonique de Marissa. Le jardin en contrebas était vide maintenant, les fleurs se fanant avec la saison. Bientôt, très bientôt, tout allait changer. Mais pour l'instant, Alexander Wood maintenait sa vigilance, un stratège silencieux se préparant à démasquer 15 ans de trahison. L'automne à Millbrook peignait les arbres de brillantes nuances d'ambre et de carmin, un contraste frappant avec les nuages gris qui s'amoncelaient au-dessus de la résidence Wood. À l'intérieur de la maison,
une activité d'avant Thanksgiving bourdonnait. L'arôme de la dinde rôtie et des tartes fraîchement cuites flottait dans l'air, masquant la tension qu'Alex portait dans ses épaules alors qu'il ajustait les couverts formels sur la table à manger. « Tout doit être parfait », murmura-t-il, redressant une fourchette en argent pour la 3e fois. Chaque couvert contenait 2 enveloppes, l'une discrètement glissée sous la serviette, l'autre cachée dans son bureau. Le timing serait essentiel. Marissa s'affairait dans la cuisine, sa robe de créateur protégée par un tablier sur lequel était écrit « Embrasser le cuisinier ». Elle était debout depuis l'aube, préparant ce qu'elle pensait être un autre dîner de Thanksgiving pour son cercle social. L'ironie de sa performance domestique n'échappait pas à Alex. « Chérie, peux-tu vérifier si ta mère a besoin d'aide pour apporter ses tartes ?» appela Marissa en s'essuyant les mains sur son tablier. « Tu sais comme elle insiste pour les faire elle-même. »« Bien sûr, » répondit Alex, sa voix stable malgré la connaissance de ce qui allait arriver. Les enveloppes manies dans son bureau ressemblaient à des munitions réelles, prêtes à être déployées. La sonnette retentit. Bruce et Krista Cumin arrivèrent les premiers, parfaitement coordonnés dans des couleurs automnales. Bruce portait une bouteille de vin coûteux. Alex le reconnut comme le même millésime qu'ils avaient partagé lors de sa fête de 40 ans. « Alex, mon ami. » La poignée de main de Bruce était ferme, son sourire confiant. Une belle journée pour une réunion de famille. Krista embrassa les joues d'Alex, son parfum de créateur persistant dans l'air. La maison est magnifique, Marissa s'est encore surpassée. Alex observa les yeux de Bruce se diriger vers la cuisine où Marissa travaillait, un regard subtil, un regard qu'il avait vu d'innombrables fois auparavant, mais qu'il n'avait jamais compris jusqu'à présent. « Veuillez vous installer confortablement, les boissons sont dans le salon. » Caroline arriva ensuite, portant ses tartes à la citrouille signature. Ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés, sa tenue soigneusement choisie pour projeter l'image d'une grand-mère aimante. « Voilà mon garçon », rayonna-t-elle en tendant la main pour tapoter la joue d'Alex. « Aide ta mère avec ça, veux-tu » D'autres invités arrivèrent, des témoins soigneusement sélectionnés de ce qui allait se dérouler, James et Patricia Wellington du conseil d'administration de l'hôpital où Marissa travaillait, Richard Chin, le partenaire commercial de Bruce, Sarah et Michael Davison, des voisins dont la fille adolescente gardait les enfants d'Ehud. Les enfants étaient à l'îlot de cuisine, aidant aux préparatifs de dernière minute. Thomas se tenait droit, ses mouvements reflétant les manières confiantes de Bruce. Emma disposait des fleurs dans un vase, ses cheveux au burn, les cheveux de Bruce, captés par la lumière de l'après-midi. Lucas était assis, balançant ses jambes, travaillant sur un puzzle mathématique qui montrait la même aptitude pour les chiffres que son père biologique possédait. « Tout est prêt », annonça Marissa, enlevant son tablier pour révéler sa robe soigneusement choisie. « Allons-nous commencer ?» Les invités s'installèrent autour de l'immense table à manger, un tableau de la vie de banlieue aisée. Les verres en cristal étincelaient sous la lumière du lustre, les couverts en argent brillaient contre les serviettes en lin immaculé. Chaque couvert dissimulait son secret explosif. Alex se leva pour porter le toast traditionnel, un verre en cristal à la main. La pièce se calma, tous les regards se tournant vers lui avec impatience. C'était le moment auquel des semaines de préparation avaient mené. « Avant de commencer, » dit-il, sa voix portant clairement dans toute la table, « j'ai quelque chose à partager avec certains d'entre vous. » Il tendit la main sous sa propre serviette, faisant mine de découvrir l'enveloppe. « Oh, regardez ça, il semble y en avoir une pour chacun de vous. » La confusion traversa les visages alors que d'autres trouvaient leurs enveloppes. Les doigts parfaitement manucurés de Marissa tremblèrent légèrement lorsqu'elle souleva la sienne. Le sourire confiant de Bruce vacilla. La main de Caroline se figea à mi-chemin de son verre. « S'il vous plaît », continua Alex, sa voix prenant un ton qui fit bouger mal à l'aise plusieurs invités. « Ouvrez-les, j'insiste. » Le bruit du papier déchiré emplit le silence. Alex resta debout, regardant le moment de révélation soigneusement orchestré se dérouler. Krista fut la première à réagir. Son inspiration brusque traversa la pièce alors qu'elle fixait les photographies de Bruce entrant dans la maison de plage de Caroline, Marissa à ses côtés. Les dates estampillées dans le coin correspondaient à ses prétendus voyages d'affaires. Les relevés bancaires montraient des transferts réguliers vers des comptes offshore. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, sa voix s'élevant. « Bruce, mais... » Bruce fixait sa propre enveloppe, son visage se vidant de toute couleur lorsqu'il reconnut les résultats des tests ADN. Ses yeux se dirigèrent vers les enfants qui regardaient la scène se dérouler avec une confusion croissante. Les mains de Marissa tremblaient alors qu'elle lisait son dossier,
des emails entre elle et Caroline s'étalant sur 15 ans, des réunions de planification, des tromperies coordonnées. Son maquillage soigneusement appliqué ne pouvait cacher le sang qui se retirait de son visage. L'enveloppe de Caroline contenait des documents de fiducie montrant le démantèlement systématique par Alex de son contrôle sur les actifs familiaux, ainsi que des copies de ses propres emails prouvant son rôle d'architecte de la tromperie. « Comment oses-tu » La voix de Krista brisa le silence. Elle attrapa son verre à vin, son contenu décrivant un arc dans l'air pour éclabousser la chemise coûteuse de Bruce. 15 ans, les 3 enfants. La pièce explosa dans le chaos. Patricia Wellington halta, sa main volant à sa bouche. Richard Chin se leva brusquement. Les Davison échangèrent des regards horrifiés. Alex ? Caroline commença, sa voix tremblante. Je voulais seulement ce qui était le mieux. Le mieux pour qui, maman ? La voix d'Alex traversa le chaos comme une lame. Le mieux pour ton fils dont tu as aidé à détruire la vie, ou le mieux pour ton ami Bruce que tu pensais être un meilleur parti ? Marissa était assise dans un silence abasourdi, son monde soigneusement construit s'effondrant autour d'elle. Les enfants regardèrent les adultes, la confusion laissant place à une compréhension naissante. Papa, la voix de Thomas trembla. Qu'est-ce qui se passe ? Alex se tourna vers les enfants, son cœur se brisant de nouveau. Je pense qu'il est temps pour vous 3 de monter à l'étage. Sarah, ça te dérangerait ? Sarah Davison conduisit rapidement les enfants dehors, jetant un regard de sympathie par-dessus son épaule. Le bruit de leurs pas dans les escaliers sembla résonner dans toute la maison. Tu ne pouvais pas simplement nous confronter en privé, finit par dire Bruce, sa confiance habituelle remplacée par une colère froide. Tu devais faire un spectacle. Comme le spectacle d'être le témoin de mon mariage. La réplique d'Alex était glaciale. Ou le spectacle d'être le parrain de tes propres enfants pendant que je restais ignorant. Non, Bruce, vous avez tous choisi votre public il y a des années. Je ne fais que fournir l'acte final. Les larmes de Krista avaient cédé la place à la fureur. Mon avocat vous contactera, cracha-t-elle à Bruce. Attendez-vous à entendre parler de Valerie Stevens dès demain matin. Maintenant, ne soyons pas précipités, commença Bruce, mais Krista l'interrompit. Précipité, comme cacher des actifs pendant des années, implanter une deuxième famille dans mon dos. Miranda Hughes a déjà été contactée, n'est-ce pas, Alex ? Elle se tourna vers lui, une nouvelle alliée dans la destruction. Alex hocha la tête. Tout est préparé, chaque compte, chaque transaction, chaque réunion à la maison de plage, il n'y a plus rien à cacher. Caroline tendit la main vers le bras de son fils. Alexander, s'il te plaît, nous pouvons tout expliquer. Il se retira de son contact comme s'il était brûlé. Expliquer comme tu as expliqué à Marissa avant notre mariage comment elle pourrait avoir tout, ma stabilité et la passion de Bruce. J'ai lu les emails, maman, absolument tous. Le dîner soigneusement préparé refroidit, la dinde oubliée alors que 15 ans de tromperie se dévoilaient autour de la table de Thanksgiving. Dehors, l'orage qui se préparait éclata finalement, la pluie fouettant les fenêtres comme si la nature elle-même essayait de laver les mensonges. Tu vas tout détruire, finit par dire Marissa, sa voix à peine un murmure. Non, corrigea Alex, son calme plus terrifiant que la colère. Vous avez tout détruit au moment où vous avez décidé de construire notre mariage sur des mensonges. Je ne fais que révéler la vérité maintenant. Je crois que le dîner est servi. Il s'assit au bout de la table, entouré des débris des relations et de l'odeur de la nourriture qui refroidissait. Le dîner de Thanksgiving parfait était devenu un festin de conséquences, chaque plat aromatisé de révélations amères et de confiance brisée. La pluie continuait de tomber à l'extérieur, marquant le début d'une tempête qui allait remodeler la vie de toutes les personnes présentes à la table. Dans sa poche, Alex sentit le poids de la deuxième enveloppe, celle contenant la phase suivante de son plan soigneusement orchestré. Mais cela attendrait pour l'instant. Il regarda 15 ans de tromperie se consumer dans la lumière chaude du lustre de sa salle à manger. Les semaines qui suivirent la révélation de Thanksgiving se déroulèrent comme une danse de destruction soigneusement chorégraphiée. Le bureau de Miranda Hughes devint le point zéro pour le démantèlement de 3 mariages et d'un empire familial. Les procédures de divorce seront rapides, expliqua Miranda à Alex, étalant des documents sur son bureau en acajou. Vos preuves sont complètes et, franchement, ils n'ont aucune base pour se défendre. Dans un autre bureau de la ville, Valerie Stevens avait une conversation similaire avec Krista. Les 2 femmes avaient formé une alliance de vengeance, leur assaut juridique combiné laissant la façade financière soigneusement construite de Bruce s'effondrer.
Chaque compte caché, chaque transaction secrète. Valérie détailla, ses ongles rouges laqués tapant contre sa tablette. Votre mari planifie cette possibilité depuis des années, mais il ne comptait pas sur nous pour trouver ses avoirs à l'étranger. Les enfants restèrent à la maison avec Marissa, protégés des retombées immédiates par les. Leur absence physique lors de la fête de Thanksgiving et de la révélation avait surpris tout le monde, sauf Miranda. Êtes-vous certaine de cela, Miranda, avait-elle demandé lors de leur première réunion après Thanksgiving. Les tribunaux pourraient être compréhensifs étant donné les circonstances. La réponse d'Alex avait été ferme, ils ont déjà perdu une figure paternelle. Je ne leur ferai pas perdre leur maison aussi. Mais je veux que les fonds fiduciaires soient inattaquables. Ni Marissa ni Bruce n'auront accès au moindre centime. Uniquement pour les enfants. Les arrangements relatifs aux fonds fiduciaires sont devenus un chef-d'œuvre d'architecture juridique, des administrateurs indépendants, des conditions de versement strictes et des dispositions éducatives qui garantiraient que Thomas, Emma et Lucas ne manquent de rien, malgré les choix de leurs parents. Les tentatives de Marissa de contester les termes du divorce se sont heurtées à des réponses rapides et dévastatrices. Chaque contestation a été accueillie par une nouvelle pièce du dossier soigneusement constitué par Alex. Son avocat, James Patterson, lui a finalement conseillé d'accepter les conditions. Madame Wood, avait dit Patterson, la voix lourde de résignation, les preuves de Monsieur Wood sont vastes et irréfutables. Lutter contre cela ne fera que dilapider des ressources qu'il vaudrait mieux économiser pour l'avenir de vos enfants. Le conseil d'administration de l'hôpital, présenté avec les preuves des faux appels d'urgence de Marissa, a lancé sa propre enquête. Le poste prestigieux qu'elle occupait depuis des années a soudainement semblé précaire. L'empire financier de Bruce a commencé à s'effondrer sous l'assaut combiné des preuves d'Alex et de l'équipe juridique de Krista. Ses clients, dont beaucoup étaient des résidents éminents de Millbrook, ont tranquillement commencé à retirer leurs comptes. Le scandale s'était répandu dans les cercles sociaux de la ville comme une traînée de poudre. Il perd tout, a informé Krista à Alex lors d'une de leurs réunions stratégiques. Sa fureur initiale s'était muée en une froide détermination. La maison, les propriétés d'été, la plupart de ses clients. C'est ce qu'il mérite. Les tentatives de Caroline pour protéger ses actifs se sont avérées vaines. Le fonds familial, qu'elle avait utilisé comme un outil pour maintenir le contrôle sur la vie de son fils, avait été systématiquement démantelé. Sa position sociale à Millbrook, construite sur des décennies, s'est évaporée au fur et à mesure que son rôle dans la tromperie était révélé. Je voulais seulement te protéger, avait-elle plaidé lors d'une tentative infructueuse de rencontrer Alex au bureau de Miranda. Bruce avait les relations, l'influence. Je pensais que tu savais mieux que ton propre fils. Miranda l'avait interrompu, le ton glacial. Les documents disent le contraire, Madame Root. Devons-nous les examiner à nouveau? La réaction des enfants, lorsqu'on leur a finalement raconté une version soigneusement éditée des événements, a été déchirante. Thomas, l'aîné, âgé de 14 ans, s'était enfermé dans sa chambre pendant des jours. Emma a arrêté de jouer du violon, l'étui de l'instrument prenant la poussière dans un coin de sa chambre. Lucas, trop jeune pour comprendre pleinement les complexités adultes, a simplement demandé quand il reverrait son père. Bientôt, avait promis Marissa, bien qu'elle n'en ait aucune idée. La lumière dans les yeux de ses enfants, autrefois si brillante d'innocence, s'était atténuée sous le poids des tromperies des adultes. Bruce a tenté une fois de contacter ses enfants biologiques, en envoyant une lettre par l'intermédiaire de son avocat. Alex l'a intercepté par l'intermédiaire de Miranda, l'ajoutant au dossier de preuves croissant. Il essaie d'établir une relation parentale maintenant? Le dégoût de Miranda était évident. Après 15 ans à jouer aux copains et aux parrains. La procédure de divorce s'est déroulée avec une rapidité sans précédent grâce aux preuves accablantes et à la capitulation finale de Marissa. Les règlements financiers ont été brutaux mais propres, ne laissant aucune place aux futures réclamations ou complications. C'est terminé, a annoncé Miranda un après-midi gris, faisant glisser les papiers finaux sur son bureau. Une fois que vous aurez signé ceci, vous serez légalement libéré de tout ce qui les concerne. Le stylo d'Alex a plané au-dessus de la ligne de signature. Et les fiducies des enfants sont absolument sûres. Les administrateurs ont leurs instructions et les fonds sont protégés de toute tentative d'accès par Marissa ou Bruce. Ils seront pris en charge pendant leurs études universitaires et au-delà. Le stylo a griffonné sur le papier, le son semblant étrangement plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Des années de mariage, de vie de famille, de confiance et de trahison réduites à quelques signatures et tampons légaux.
À l'extérieur des fenêtres du bureau de Miranda, Millbrook continuait son rythme quotidien, ignorant que l'une de ses familles les plus en vue venait d'être officiellement dissoute. La neige avait commencé à tomber, la première de la saison, recouvrant la ville d'une couverture blanche qui semblait se moquer de l'idée de pureté. Il y a encore une chose, a dit Miranda, tendant la main vers un dernier dossier. La vente de votre entreprise. Mais Alex l'avait déjà devancé, sortant ses propres documents. La prochaine phase de son plan était déjà en marche, bien que lui seul en connaisse toute la portée. La vente de l'entreprise avait été organisée il y a des semaines, les termes négociés par l'intermédiaire d'un intermédiaire pour maintenir une confidentialité absolue. Tout est prêt, l'assura Teil. Le transfert sera terminé d'ici la fin de la semaine. Miranda étudia le visage de son client, notant la transformation qui s'était produite depuis cette première réunion, il y a des semaines. Le mari trahi était devenu autre chose, quelque chose de plus dur, de plus concentré, de plus dangereux dans sa tranquille certitude. « Que allez-vous faire maintenant » demanda-t-elle, bien qu'elle soupçonne qu'il ne lui donnerait pas de réponse complète. Alex se tenait debout, regardant la neige qui tombait. Dans son esprit, il pouvait voir les prochaines étapes se dérouler, chacune calculée et précise. Mais ses plans resteraient les siens, partagés uniquement avec ceux qui avaient besoin de connaître des parties spécifiques. Maintenant, dit-il, je disparais. La neige continuait de tomber à l'extérieur, effaçant les traces, recouvrant les signes, donnant à tout un aspect propre et neuf. Mais sous cette surface immaculée, Millbrook changeait. 3 mariages avaient pris fin, un empire financier s'écroulait, une famille s'était brisée et Alexander Wood était sur le point de disparaître, laissant derrière lui un sillage de destruction qui remodèlerait le paysage social de la ville pour les années à venir. L'art de disparaître, découvrit Alex, exigeait autant de précision que la vengeance qu'il venait d'orchestrer. Chaque étape devait être soigneusement planifiée, chaque trace minutieusement effacée ou redirigée. La vente de son entreprise à un concurrent n'avait été que la première étape d'un jeu complexe d'échecs personnels. Le bureau de Luther Haney à Singapour donnait sur la Marina Bay, la célèbre ligne d'horizon de la cité-État se reflétant sur l'eau comme une promesse de nouveau départ. Ce vieil ami de l'université avait reçu l'appel d'Alex avec une compréhension immédiate, sans poser de questions sur l'urgence ou le besoin de discrétion. Tout est arrangé, lui assura Luther par appel vidéo sécurisé, son image légèrement déformée par le cryptage. L'appartement, les présentations nécessaires, l'infrastructure de base dont tu auras besoin. Quand peux-tu partir ? Alex jeta un coup d'œil autour de son bureau à domicile presque vide. La plupart de ses effets personnels étaient déjà emballés ou jetés. La vente de l'entreprise est finalisée demain. Je serai dans un avion après-demain. La mécanique de la disparition s'est avérée étonnamment complexe. Miranda Hughes s'était occupée des aspects juridiques, s'assurant que tout était correctement documenté tout en ne révélant rien sur sa destination. Gustavo Goodrich avait créé un labyrinthe de transferts financiers qui rendrait le suivi de ces mouvements presque impossible. Vos actifs sont sécurisés, confirma Gustavo lors de leur dernière réunion. Les transferts seront achevés via différentes juridictions au cours des prochaines semaines. Au moment où quelqu'un pensera à regarder, la piste sera froide. Le plus difficile n'était pas la logistique, mais les enfants. Alex passa une dernière soirée dans son bureau à écrire 3 lettres qui seraient livrées dans les années à venir. Chacune expliquait ses actions, son amour et ses raisons de partir. Miranda les conserverait jusqu'au moment opportun, lorsqu'il serait assez grand pour comprendre. « Cher Thomas » commença-t-il la première lettre, son stylo planant au-dessus du papier à lettres coûteux. « Au moment où tu liras ceci, tu auras 18 ans et tu connaîtras la vérité sur tout ce qui s'est passé. » Il écrivit jusqu'à l'aube, déversant son cœur dans chaque lettre, expliquant ses choix, son amour et ses espoirs pour leur avenir. Les fonds fiduciaires assureraient leur éducation et leurs opportunités, mais ces lettres leur donneraient quelque chose que l'argent ne pouvait pas, la compréhension. Le jour de son départ arriva avec une matinée d'hiver fraîche. Sa maison, maintenant vide d'effets personnels, résonnait de souvenirs qu'il ne revisiterait jamais. Il traversa chaque pièce une dernière fois, se souvenant de la vie qu'il avait construite et perdue, dans la cuisine, où les petits déjeuners en famille avaient autrefois empli l'air de rire et de l'odeur du café, dans le salon, où Emma avait pratiqué son violon pendant que Lucas éparpillait ses villes Lego sur le tapis, dans la chambre de Thomas, où père et fils avaient passé d'innombrables heures à discuter de stratégies de soccer et de projets scolaires. Son dernier arrêt fut son bureau, où tout avait commencé cette nuit d'automne. Les fenêtres donnaient toujours sur le jardin, bien que les fleurs soient mortes depuis longtemps, maintenant enterrées sous la première neige de l'hiver. Il toucha le verre une dernière fois,
se souvenant de la voix de Marissa flottant dans l'obscurité, brisant son monde. Les arrangements de Luther se sont avérés impeccables. Une voiture privée est arrivée exactement à l'heure prévue, le chauffeur discret et professionnel. Les bagages d'Alex, soigneusement sélectionnés pour ne rien révéler de sa destination, ont été chargés sans problème. Le premier vol est pour Londres, avait expliqué Luther lors de leur dernier appel, puis une série de correspondances qui rendront le suivi impossible. Au moment où quelqu'un réalisera que tu es parti, tu seras installé quelque part où il ne penserait jamais à chercher. Miranda le rencontra à son bureau pour une dernière vérification des arrangements. Tout est en place, confirma-t-elle, son ton habituel et professionnel légèrement adouci. Les lettres pour les enfants sont en sécurité dans mon coffre-fort privé. Les arrangements relatifs aux fonds fiduciaires sont inattaquables. La vente de l'entreprise est terminée. Elle fit une pause, étudiant son visage. Êtes-vous sûr de cela? Alex hocha la tête, rangeant les documents dans sa mallette. C'est la seule façon. Ils m'ont tout pris, lentement, pièce par pièce, pendant 15 ans. Maintenant, je choisis de partir selon mes propres conditions. Que dois-je leur dire quand ils me demanderont? Dites-leur ce que vous voulez. D'ici là, je serai parti. Le terminal international de l'aéroport bourdonnait d'activité avant l'aube. Alex franchit la sécurité avec ses nouveaux documents, chaque pas l'éloignant davantage de la vie qu'il avait connue. Son téléphone, son ancien téléphone, reposait dans le coffre-fort du bureau de Miranda, avec tous les autres liens traçables vers son passé. Alors qu'il attendait à sa porte d'embarquement, il pensa à ce qu'il laissait derrière lui, les ruines de son mariage, la trahison de sa mère, les enfants qu'il avait élevés et aimés et qui devraient se débrouiller sans lui, l'entreprise qu'il avait construite à partir de rien et qui était maintenant vendue à des concurrents qui la remodèleraient à leur propre image. Mais il laissait aussi autre chose, la confiance naïve qui avait permis aux autres de le tromper pendant si longtemps, la croyance en des liens familiaux qui ne pouvaient être brisés, l'hypothèse que l'amour suffisait à assurer la loyauté. Le soleil du matin perça les immenses fenêtres de l'aéroport au moment où son vol fut annoncé. Alex se leva, mettant son sac à dos sur son épaule. Il tendit sa carte d'embarquement à l'agent de la porte, ne regardant pas en arrière vers le terminal, vers la ville au-delà, vers la vie qu'il laissait derrière lui. Alors que l'avion décollait dans le ciel de l'aube, survolant Millbrook une dernière fois, Alex ferma les yeux. En dessous de lui, son passé rétrécissait de plus en plus jusqu'à disparaître complètement, perdu dans les nuages qui le séparaient de tout ce qu'il avait autrefois cru être vrai. Dans sa mallette, les instructions détaillées de Luther attendaient, aux côtés de nouveaux documents d'identification et d'informations bancaires. Quelque part à travers le monde, une nouvelle vie prenait forme, une vie qui serait entièrement la sienne, libre de la toile de mensonges qu'il avait piégée pendant si longtemps. L'avion monta plus haut, laissant Millbrook, ses secrets et ses trahisons loin derrière. Alexander Wood, le mari trahi, le fils trompé, le père non biologique, disparut dans le ciel du matin, devenant quelqu'un d'autre, quelqu'un dont l'histoire restait à écrire. Dans son sillage, il laissait une ville en émoi, une famille en ruine et un héritage de vérité qui avait brisé les façades soigneusement entretenues des citoyens les plus respectés de Millbrook. Mais surtout, il est parti selon ses propres conditions, choisissant la manière et le moment de sa disparition, leur refusant la satisfaction de voir l'impact de leur trahison. Miranda Hughes se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant les traînées de condensation de l'avion d'Alex se dissoudre dans le ciel d'hiver. Sur son bureau, 3 lettres scellées, lestées dans leurs enveloppes, chacune marquée d'une date future et du nom d'un enfant. Les dernières pièces de l'exode soigneusement orchestré d'Alexander Wood étaient en place. La neige continuait de tomber sur Millbrook, recouvrant tout d'un blanc propre et pur, comme pour effacer les événements des dernières semaines. Mais sous cette surface immaculée, rien ne serait plus jamais pareil. L'homme qui avait exposé 15 ans de mensonges avait disparu, laissant derrière lui une ville à jamais changée par la vérité qu'il avait révélée. La ligne d'horizon de Singapour scintillait dans le ciel avant l'aube lorsqu'Alexander Wood examina les documents d'acquisition finaux. À 52 ans, il ressemblait à peine à l'homme qui avait fui Millbrook il y a 10 ans. Ses cheveux foncés portaient maintenant des mèches argentées distinguées aux tempes, et des années d'entraînement aux arts martiaux avaient transformé son physique de programmeur autrefois doux en muscles maigres. Mais les plus grands changements n'étaient pas physiques, ils étaient écrits dans l'acier de son regard et la confiance tranquille de ses mouvements. Les documents d'acquisition du parc technologique de Millbrook sont prêts, Monsieur Wood, annonça son assistante exécutive, Wei Chan, en plaçant un portfolio en cuir sur son bureau. La réunion du conseil d'administration est prévue à 9 h du matin, heure de l'Est. Alex vérifia sa montre Patek Philippe,
une petite indulgence qui marquait son premier milliard, et hocha la tête. Merci, ouais. H Innovation occupait les 10 étages supérieurs de la tour commerciale la plus prestigieuse de Singapour, bien loin de ses humbles débuts de start-up. L'entreprise avait révolutionné la gestion de la chaîne d'approvisionnement grâce à la technologie blockchain, devenant un acteur majeur sur le marché technologique asiatique. Il était maintenant temps de rentrer chez lui, selon ses propres conditions. L'écran de vidéoconférence s'anima, révélant la salle de réunion du parc technologique de Millbrook. 10 ans avaient changé les visages autour de la table, mais pas l'espoir désespéré dans leurs yeux. La technologie autrefois fière de Millbrook était tombée en des temps difficiles, ce qui la rendait parfaite pour les besoins d'Alex. Bonjour, mesdames et messieurs. La voix d'Alex portait l'autorité subtile du succès. Discutons de l'avenir du parc technologique de Millbrook. Le président du conseil d'administration, David Foster, dont les cheveux étaient plus gris qu'Alex ne s'en souvenait, se pencha en avant. Monsieur Wood, bien que nous apprécions l'intérêt de Wood Innovation, certains membres du conseil ont exprimé des inquiétudes concernant une acquisition à distance. À distance? Le rire d'Alex ne contenait aucune humeur. Monsieur Foster, je connais Millbrook mieux que quiconque dans cette pièce. J'y ai construit ma première entreprise. La reconnaissance traversa plusieurs visages. Les yeux de Foster s'écarquillèrent. Alexander Wood, le même Wood qui? Le même, confirma Alex, bien que je préfère que nous nous concentrions sur les affaires plutôt que sur l'histoire. La proposition d'acquisition était exhaustive, une relance complète du parc technologique, avec Wood Innovation y établissant son siège social occidental. Les chiffres étaient suffisamment impressionnants pour faire taire toute objection concernant son passé. Cela apporterait des centaines d'emplois à Millbrook, songea Foster en feuilletant la proposition. L'impact économique serait transformateur. Alex termina, votre centre technologique est en difficulté parce qu'il n'a jamais évolué. Nous allons changer cela. Wood Innovation est spécialisé dans les solutions de chaîne d'approvisionnement de nouvelle génération, la technologie blockchain, l'intégration de l'IA, la logistique automatisée, tout ce dont le secteur technologique moderne a besoin. Les questions du conseil d'administration étaient techniques, axées sur les finances et les délais de mise en œuvre. Personne n'osa mentionner le scandale qu'il avait chassé de Millbrook il y a 10 ans, bien qu'Alex puisse voir la connaissance dans leurs yeux. À la fin de la réunion, Foster s'éclaircit la gorge. Il y a encore une chose, Monsieur Wood. Votre retour suscitera un intérêt local important. Je suis au courant. La voix d'Alex resta neutre. Mon équipe de relations publiques gérera toutes les demandes des médias. Les signatures numériques furent échangées, les contrats exécutés avec une précision clinique. Alex se rassit dans son fauteuil ergonomique, observant les membres du conseil d'administration quitter leur salle de réunion à des milliers de kilomètres. Une décennie de préparation avait mené à ce moment. Wei entra avec une tasse de thé vert fraîchement préparé, une autre habitude qu'Alex avait acquise en Asie. Félicitations, monsieur. Dois-je commencer à organiser l'équipe de transition? Oui. Et ouais. Alex se tourna pour contempler l'horizon de Singapour. Réservez-moi un pantouse au Grand Millbrook. Il est temps que je rentre à la maison. L'annonce de l'acquisition de Millbrook Tech Park par Wood Innovation fit irruption pendant les heures de bourse du matin. Les analystes financiers saluèrent l'expansion stratégique, tandis que la presse locale de Millbrook s'efforçait de relier les points entre le géant technologique basé à Singapour et le scandale le plus retentissant de leur ville. Alex suivit la couverture médiatique depuis son jet privé 3 jours plus tard, sirotant un single malt scotch tandis que les gros titres défilaient sur sa tablette. Wood Innovation acquiert Millbrook Tech Park en difficulté, le fils prodigue revient, le comeback à $1 milliard d'Alex Wood, du scandale au succès, la résurrection d'Alexander Wood. Le vol de Singapour à l'aéroport international Logan de Boston lui donna le temps de revoir les changements qu'il avait orchestrés. Le siège occidental de Wood Innovation transformerait le parc technologique en une installation de pointe. L'économie locale, qui stagnait ces dernières années, connaîtrait une renaissance. Et Alexander Wood reviendrait, non pas comme une victime de trahison, mais comme l'architecte de l'avenir de Millbrook. En atterrissant à Logan, Alex trouva son véhicule choisi qui l'attendait, une Bentley Continental bleu nuit, discrète mais indéniablement puissante. Le trajet jusqu'à Millbrook lui donna le temps de se familiariser à nouveau avec le paysage de son passé. La ville avait moins changé qu'il ne s'y attendait. Les mêmes maisons victoriennes bordaient les rues principales, leurs façades peut-être un peu plus usées. Le quartier commerçant montrait des signes de difficultés économiques,
avec plus de devantures de magasins vacants qu'il ne s'en souvenait. Mais en approchant du parc technologique, l'avenir était déjà visible dans les engins de chantier et les rénovations en cours. Le Grand Millbrook, le seul hôtel de luxe de la ville, avait préparé sa suite pentouse avec une attention méticuleuse aux détails. De ses fenêtres, Alex pouvait voir son ancien quartier, y compris la maison où sa vie s'était effondrée une décennie auparavant. De nouvelles familles y vivent maintenant, ignorant le drame qui s'était joué dans ses murs. « Bienvenue à Millbrook, Monsieur Wood », dit le directeur de l'hôtel en lui tendant sa carte d'accès. « Y a-t-il autre chose dont vous auriez besoin ?» Alex sourit, son expression ne révélant rien de ses pensées. « Non, merci. Tout est exactement comme il se doit. » Ce soir-là, il se tenait à la fenêtre de son pentouse, regardant le soleil se coucher sur la ville qu'il avait à la fois fait et brisée. Demain, l'œuvre de transformation commencerait. Ou d'innovation remodèlerait le paysage technologique de Millbrook, tandis que le retour de son PDG forcerait la ville à affronter son passé. Son téléphone vibra avec un message de Miranda Hughes, « Tout est prêt. Les enfants ont reçu leur lettre le mois dernier comme prévu. » Alex acquiesça, glissant son téléphone dans sa poche. Le premier acte de son retour était terminé. Maintenant, venait la partie la plus difficile, affronter les personnes dont sa disparition avait altéré la vie et leur montrer exactement ce qu'elles avaient sous-estimé. Les lumières de Millbrook scintillaient en contrebas, une constellation de souvenirs et de possibilités. Alexander Wood était revenu, apportant avec lui le pouvoir de remodeler l'avenir de la ville. Le mari trahi était devenu quelque chose de bien plus redoutable, une force de changement qui transformerait Millbrook en un témoignage de sa résilience et de son succès. La réception de bienvenue de Wood Innovation remplit la salle de bal du Grand Millbrook avec l'élite économique et sociale de la ville. Alex se tenait à l'écart, observant la foule tout en feignant d'admirer la vue. Une décennie de relations d'affaires en Asie lui avait appris la valeur d'une observation attentive. Il remarqua comment la foule se divisait inconsciemment, ceux qui se souvenaient du scandale gardant une distance respectueuse, tandis que les jeunes entrepreneurs et les professionnels de la technologie gravitaient vers lui, désireux de se connecter avec le PDG milliardaire. La dynamique du pouvoir avait changé de façon sismique depuis son départ. Monsieur Wood. Une voix familière le fit se retourner. Marissa était là, ses cheveux blonds maintenant striés de gris, portant une robe qui avait connu des jours meilleurs. Les années n'avaient pas été tendres avec elle, gravant des rides d'inquiétude autour de ses yeux que le maquillage ne pouvait pas tout à fait dissimuler. « Docteur Reynolds », répondit-il froidement, utilisant son nom de jeune fille. « Il s'agit d'un événement d'entreprise privée. »« Je dois vous parler des enfants », insista TL, la voix basse mais urgente. « À propos du soutien. Les fonds fiduciaires ont tout fourni comme promis. » Alex la coupa, son ton portant le poids de l'autorité d'une salle de conseil. « Vos difficultés financières sont votre propre affaire. » Son visage rougit. « Ce sont aussi vos enfants. Indépendamment de la biologie, vous les avez élevés jusqu'à ce que je découvre 15 ans de tromperie systématique, termina-t-il en prenant une gorgée mesurée de son whisky. Comment va Bruce ces temps-ci? J'ai entendu dire que le cabinet comptable le tenait occupé. La mention de Bruce la fit tressaillir. Après l'effondrement de son empire financier, Bruce Cumin avait été contraint de prendre un poste de comptable junior, sa réputation en ruine. Le puissant conseiller financier réduit à concilier les comptes des autres. Vous avez marqué votre point, siffla Marissa. Vous avez gagné. Vous avez du succès, nous luttons. N'est-ce pas suffisant? Alex se tourna pour la faire face complètement, son expression impassible. Il ne s'agit pas de gagner, Marissa. Il s'agit de conséquences. Chaque choix en a. Les vôtres, ceux de Bruce, ceux de ma mère et les miens. J'ai choisi de reconstruire. Qu'avez-vous choisi? Avant qu'elle ne puisse répondre, un mouvement près de l'entrée de la salle de bal attira leur attention. Thomas, Emma et Lucas, maintenant âgés de 24, 22 et 19 ans respectivement, se tenaient dans l'embrasure de la porte, leur présence provoquant une vague de murmures dans la foule. Alex avait vu des photos, bien sûr. Miranda le tenait informé de leurs principaux événements de vie. Mais les voir en personne, en tant qu'adulte, lui serra la poitrine. Thomas avait pris ses traits, ressemblant tellement à Bruce que c'était saisissant. Emma se tenait avec la grâce d'une danseuse, ses cheveux auburn relevés avec élégance. Lucas, le plus jeune, serrait une enveloppe familière dans sa main, la lettre qu'Alex avait laissée à Miranda. « Papa. » Thomas parla en premier, sa voix plus grave qu'Alex ne s'en souvenait.
Ou devrions-nous vous appeler Monsieur Wood maintenant? Cela dépend de vous, répondit Alex prudemment. Je suppose que vous avez lu les lettres. Emma s'avança, ses mouvements précis. Nous les avons. Pendant toutes ces années, nous avons pensé que vous nous aviez abandonnés, mais vous veillez sur nous, n'est-ce pas? Les recommandations anonymes pour l'université, les opportunités de stage qui semblaient apparaître exactement au bon moment. Les fonds fiduciaires étaient destinés à assurer votre avenir, expliqua Alex, conscient de l'audience croissante autour d'eux. Vos choix vous appartenaient. Lucas, qui avait récemment commencé au MIT, parla finalement. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit la vérité à l'époque? Pourquoi attendre que nous ayons 18 ans? Parce que vous méritiez une enfance libérée de la trahison des adultes, répondit Alex, rencontrant chacun de leurs regards à tour de rôle. Les choix de votre mère et de Bruce n'étaient pas votre fardeau à porter. Marissa fit un son étouffé, mais Emma la réduisit au silence avec un regard qui en disait long sur leur relation. Nous avons porté nos propres jugements au fil des ans, dit-elle doucement. Nous avons observé comment chacun gérait les conséquences de ce qui s'est passé. Les lettres expliquaient tout, ajouta Thomas. Mais nous avions déjà compris l'essentiel, la façon dont maman et Bruce agissaient après votre départ, comment grand-mère essayait d'acheter notre affection avec des cadeaux tout en vivant de son allocation réduite. En parlant de Caroline. Le ton d'Alex portait une pointe d'acier. Comment va ma mère? Elle vit dans une résidence pour personnes âgées à Sunset Grove, répondit Lucas. Elle essaie de convaincre tout le monde là-bas qu'elle réduit simplement ses dépenses par choix. L'ironie n'échappa à personne. Caroline, autrefois la grande orchestratrice de la scène sociale de Millbrook, vivait maintenant avec une allocation stricte dans une modeste résidence pour personnes âgées. Son rôle dans la tromperie lui avait coûté non seulement sa richesse, mais aussi son statut social. Monsieur Wood. Où est apparu à son coude. Les membres du conseil d'administration du parc technologique sont arrivés. Ils sont impatients de discuter du calendrier de rénovation. Alex acquiesça, puis se tourna vers son ancienne famille. Mon bureau est toujours ouvert à vous trois, dit-il doucement. Pas pour de l'argent, les fonds fiduciaires s'en chargent. Mais pour tout ce dont vous avez besoin. Le choix de maintenir le contact vous appartient. Alors qu'il se dirigeait vers les membres du conseil d'administration qui attendaient, il entendit la dernière tentative désespérée de Marissa. Alex, s'il vous plaît. Le conseil d'administration de l'hôpital examine ma position. Un mot de votre part. Il s'arrêta, ne se retournant pas, vos choix, vos conséquences, Marissa. J'ai appris cette leçon il y a 10 ans. Maintenant, c'est à votre tour. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de discussions d'affaires et de mondanité, mais Alex remarqua comment Thomas, Emma et Lucas restèrent à la réception, se déplaçant à travers la foule avec la facilité de jeunes adultes qui avaient grandi dans la scène sociale de Millbrook. Ils ne se cachaient pas de leur lien avec lui, ni ne l'affichaient. Ils étaient simplement présents, faisant leur propre choix. Plus tard dans la nuit, dans sa suite pentouse, Alex reçut 3 messages textes distincts. De Thomas, déjeuner la semaine prochaine? Il y a un nouvel endroit au centre-ville. D'Emma, la compagnie de danse se produit le mois prochain. Je t'envoie des billets. De Lucas, pourrait avoir ton point de vue sur un projet blockchain pour l'école. Il sourit, enregistrant leur numéro. La confrontation qu'il avait anticipée pendant 10 ans s'était transformée en quelque chose d'inattendu, non pas une fin, mais peut-être un nouveau commencement. La transformation du parc technologique de Millbrook progressa rapidement sous la direction de Wood Innovation. Les équipes de construction travaillèrent jour et nuit, convertissant les espaces de bureaux obsolètes en installations de recherche et de développement de pointe. La ville bourdonnait d'activités alors que de nouveaux employés arrivaient, que les prix des logements augmentaient et que les entreprises locales connaissaient une renaissance. Depuis son bureau dans le bâtiment principal récemment rénové, Alex regardait sa vision prendre forme. L'espace au mur de verre offrait une vue panoramique sur le campus, où le logo bleu et argent signature de Wood Innovation ornait maintenant chaque bâtiment. Les derniers chiffres de l'emploi, monsieur. Où est présenta une tablette affichant les données. Nous avons embauché plus de 300 résidents locaux, avec 200 postes supplémentaires à pourvoir le trimestre prochain. Bien. Comment progresse le programme de formation? Excellemment. Le partenariat avec le Millbrook Community College porte ses fruits. Même Bruce Cumin a postulé pour l'un des postes de comptabilité, bien que les RH aient signalé le conflit potentiel. Les lèvres d'Alex se courbèrent légèrement. Laissez-le postuler. Décision basée sur le mérite uniquement,
aucun traitement préférentiel, positif ou négatif. L'ironie n'échappait à aucun d'eux. Bruce, autrefois le cerveau de schémas financiers complexes, pourrait finir par traiter la paix de l'entreprise dirigée par l'homme qui l'avait trahi. Un coup à la porte interrompit leur discussion. Miranda Hughes entra, élégante comme jamais malgré la décennie qui s'était écoulée. « Votre mère est là », annonça-t-elle sans préambule. La sécurité a appelé depuis le hall. Alex se pencha en arrière dans son fauteuil, considérant. Caroline essayait d'organiser une réunion depuis son retour, envoyant des messages par l'intermédiaire de divers intermédiaires. Sa dernière tentative, se présenter sans prévenir, était une manœuvre classique de Caroline. « Faites-la monter », décida-t-il. « Ouais, veuillez rester. » Caroline apparut quelques minutes plus tard, paraissant plus petite qu'il ne s'en souvenait. Les vêtements de créateur et le maquillage impeccable ne pouvaient pas cacher comment le temps et la réduction des circonstances l'avaient affectée. Elle serrait son sac à main comme un bouclier en entrant dans son bureau. « Alexander » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Tu as si bien réussi. »« Que voulez-vous, mère ?» Elle tressaillit à son ton, mais continua. « Je pensais que peut-être maintenant que tu es de retour et que tu as tant de succès, nous pourrions essayer de réparer notre relation. » Notre relation s'est terminée le jour où j'ai découvert que vous aviez aidé à orchestrer 15 ans de tromperie, répondit Alex uniformément. Les paiements de soutien annuels se poursuivront comme convenu, à condition que vous mainteniez vos distances. Je suis ta mère, protesta-t-elle. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que je voulais le meilleur pour toi. Non. La voix d'Alex portait le poids d'années de réflexion. Tout ce que vous avez fait était une question de contrôle. Vous pensiez savoir mieux que moi ce que ma vie devait être, alors vous avez aidé Bruce et Marissa à me tromper pendant 15 ans. C'était vos choix, mère. Ce sont les conséquences. La façade de Caroline se fissura. La résidence pour personnes âgées. Ce n'est pas là que je devrais être. Tu peux sûrement voir ça, avec tes ressources maintenant. L'allocation mensuelle est suffisamment généreuse pour vos besoins, coupa Alex. Ouais, veuillez escorter ma mère. Assurez-vous que la sécurité mette à jour son statut. Personne ne peut lui rendre visite sans autorisation. Alors que Caroline était emmenée, ses épaules s'affaissèrent en signe de défaite. Alex se retourna vers la fenêtre. En contrebas, il pouvait voir de nouveaux employés entrer dans le bâtiment, leur badge d'identification de ou d'innovation captant le soleil du matin. Les semaines qui suivirent apportèrent d'autres changements à Millbrook. Alex maintint ses distances avec les anciens cercles sociaux, se concentrant plutôt sur le développement du parc technologique et sur sa relation croissante avec Thomas, Emma et Lucas. Thomas rejoignit le programme de formation en gestion de ou d'innovation, se révélant capable sans capitaliser sur son lien avec Alex. La compagnie de danse d'Emma se produisit à guichet fermé, y compris Alex dans le public, bien qu'il se soit éclipsé avant qu'elle ne puisse le présenter à ses camarades danseurs. Lucas sollicita ses conseils sur des projets techniques, leur conversation passant naturellement de l'architecture blockchain à la vie en général. Les fonds fiduciaires des enfants assuraient leur indépendance, tandis que leurs choix individuels montraient les adultes qu'ils devenaient. Ils entretenaient des relations avec leurs parents biologiques, mais établissaient des limites claires, comprenant le réseau complexe de décisions qui avait façonné l'histoire de leur famille. Un matin d'automne frais, près d'un an après son retour, Alex se tenait dans son bureau, regardant Lucas guider un groupe d'étudiants du MIT à travers le parc technologique. Le plus jeune de ses enfants non biologiques était devenu un jeune homme réfléchi, montrant déjà des promesses à la fois dans l'innovation technique et le leadership. L'occasion était la fête de remise de diplôme de Lucas, une célébration qu'Alex avait choisi d'organiser au siège de Hood Innovation. La liste des invités était soigneusement sélectionnée, aucune apparition de Marissa, Bruce ou Caroline, mais plutôt remplie des professeurs, des camarades de classe et des frères et sœurs de Lucas. Votre fils a une perspicacité remarquable dans les applications blockchain, remarqua le professeur Chin à Alex pendant la réception. Sa thèse sur la vérification décentralisée de la chaîne d'approvisionnement est révolutionnaire. Alex sourit, regardant Lucas expliquer un concept technique complexe à ses camarades diplômés. Il est sa propre personne, répondit-il. J'ai juste fourni des opportunités. Il a choisi ce qu'il voulait en faire. La fête se déplaça vers le jardin sur le toit, un autre des ajouts de Hood Innovation au parc technologique. Thomas et Emma étaient déjà arrivés, leur présence complétant l'image de ce que la famille pouvait signifier lorsqu'elle est choisie plutôt que simplement héritée. « Aurais-tu jamais imaginé ça ?» demanda Thomas, rejoignant Alex à la balustrade,
quand tu es parti il y a 10 ans. Alex réfléchit à la question, regardant le paysage transformé de Millbrook. La rénovation du parc technologique avait déclenché un renouveau dans toute la ville. De nouvelles entreprises occupaient des devantures de magasins autrefois vides. De jeunes professionnels remplissaient des appartements rénovés, et le programme technique du Millbrook Community College avait une liste d'attente pour la première fois de son histoire. J'imaginais le succès, admit-il. Mais ça. Il fit un geste pour inclure non seulement la vue, mais aussi le rassemblement derrière eux. C'est quelque chose de mieux. Emma s'approcha, sa grâce de danseuse évidente même dans ses mouvements décontractés. Maman a essayé de me convaincre de te demander plus d'argent, encore une fois, dit-elle en levant les yeux au ciel. Je lui ai dit que le fonds fiduciaire était plus que généreux et que ses problèmes financiers n'étaient pas de ta responsabilité. Comment va-t-elle ? Demanda Alex, plus par curiosité que par inquiétude. Elle travaille dans un petit cabinet privé maintenant, répondit Thomas. Après que le conseil d'administration de l'hôpital, eh bien, disons simplement que sa réputation ne s'est jamais rétablie. Ils regardèrent Lucas accepter les félicitations de ses pairs, sa bague d'acceptation du MIT captant la lumière du soleil. Le garçon qui avait autrefois des villes Lego construites sur le plancher du salon d'Alex avait fait de lui un homme de substance et d'intégrité. Tu sais ce qui est drôle ? Lucas s'est joint à eux, desserrant sa cravate. Bruce a essayé de s'attribuer le mérite de mon aptitude naturelle pour les chiffres lors du dernier dîner de famille. Maman a insisté, je lui ai dit que la contribution génétique n'équivaut pas à l'influence parentale. Les frères et sœurs ont échangé un regard entendu, des années de compréhension passées entre eux. Ils avaient vu les choix de leurs parents biologiques mener à des vies amoindries, tandis que l'homme qui avait choisi de les aimer malgré tout leur avait montré une voie différente. Les fonds en fiducie n'étaient que de l'argent, pensa Emma. Ce que tu nous as vraiment donné, c'est un exemple de la façon de gérer la trahison avec dignité, comment reconstruire sans se perdre et comment choisir qui nous voulons être, ajouta Thomas, indépendamment de l'ADN. Le soleil commença à se coucher sur Millbrook, peignant le ciel de nuances d'ambre et d'or. En contrebas, les lumières du parc technologique commencèrent à s'illuminer, créant une constellation de progrès et de possibilités. La ville qui avait été témoin de l'humiliation d'Alex était désormais un témoignage de sa résilience. On m'a offert un poste à Singapour, annonça soudainement Lucas, dans la division RD de Hood Innovation. Avant de dire quoi que ce soit, j'ai postulé par les voies normales, j'ai utilisé un nom de famille différent, je l'ai mérité par mes propres moyens. Alex hocha la tête, la fierté évidente dans son expression. Quand est-ce que tu commences ? Ça dépend, répondit Lucas. Tu penses que Lucas Grant pourrait me faire visiter ta partie du monde d'abord ? Peut-être me présenter à ce professeur d'arts martiaux dont tu as parlé ? La requête restait en suspens, représentant plus qu'un simple emploi ou un voyage. C'était une reconnaissance de la relation qu'ils avaient construite, une relation fondée sur le choix plutôt que sur l'obligation. J'aimerais ça, dit simplement Alex. Alors que la fête continuait autour d'eux, Alex réfléchit au chemin qui les avait menés ici. La trahison qui avait brisé son monde l'avait également libéré pour créer quelque chose de nouveau, pas seulement une entreprise prospère ou une ville transformée, mais un type de famille différent, fondé sur la vérité, le choix et le respect mutuel. Les habitants de Millbrook chuchotaient encore parfois à propos du scandale, mais le plus souvent, ils parlaient de la transformation, à la fois de leur ville et de l'homme qui était revenu pour la remodeler. Ils pointaient du doigt le campus de Hood Innovation comme un symbole de ce qui était possible lorsque la tragédie devenait un carburant pour le triomphe. Mais pour Alex, debout avec les 3 jeunes adultes qui avaient choisi de le garder dans leur vie, la vraie victoire n'était pas dans les bâtiments ou le succès commercial. Elle résidait dans la compréhension que la famille, la vraie famille, pouvait être construite à partir des cendres de la trahison, plus forte parce qu'elle était choisie plutôt que simplement héritée. Le soleil se couchait sur Millbrook et, avec lui, les dernières ombres des vieilles blessures s'estompaient. Alexander Hood avait trouvé quelque chose de mieux que la vengeance, il avait trouvé la paix, un but et une famille unis par le choix plutôt que par le sang. Sa nouvelle vie, bâtie sur les fondations de l'intégrité et de la détermination, témoignait non pas de ce qu'il avait perdu, mais de ce qu'il avait choisi de créer. En fin de compte, l'histoire dont Millbrook se souviendrait n'était pas seulement celle du mari trahi devenu milliardaire, mais celle d'un homme qui a montré que les liens les plus forts ne sont pas ceux dans lesquels nous naissons, mais ceux que nous choisissons de forger, de maintenir et d'honorer par nos actions et nos choix. Les lumières du parc technologique scintillaient en contrebas comme des étoiles, une constellation de possibilités réalisées. Alex était entouré de sa famille choisie,
regardant Lucas expliquer ses théories sur la blockchain à des auditeurs enthousiastes, observant Thomas discuter des stratégies de gestion avec les chefs de département et observant la confiance tranquille d'Emma alors qu'elle naviguait dans la dynamique sociale avec une aisance pratique. C'était son héritage, pas les bâtiments, pas la richesse, mais la preuve vivante que l'intégrité, la résilience et le courage de choisir son propre chemin pouvaient transformer même la plus profonde des trahisons en un fondement pour quelque chose de plus grand. En fin de compte, Alex avait construit plus qu'une entreprise prospère, il avait créé un témoignage de la puissance de choisir qui nous devenons, indépendamment de qui nous étions censés être. Épilogue. 5 ans après le retour d'Alex à Millbrook, le vent d'automne dispersait des feuilles dorées sur les terrains de la résidence pour personnes âgées de Sunset Grove, où Caroline Root était assise dans son modeste appartement, regardant un segment d'informations financières sur la dernière avancée de Wood Innovation. La société de son fils venait d'annoncer une plateforme blockchain révolutionnaire qui transformerait les chaînes d'approvisionnement mondiales, faisant grimper le cours de l'action à des sommets sans précédent. L'ironie ne lui échappait pas, il y a 15 ans, elle avait orchestré ce qu'elle pensait être le mieux pour l'avenir de son fils, croyant que Bruce Cumin était la meilleure connexion. Maintenant, son allocation mensuelle, généreuse mais strictement contrôlée, provenait du fils même dont elle avait essayé de manipuler la vie. Son téléphone vibra avec un SMS de son petit-fils, Lucas, maintenant une étoile montante dans la division RD de Wood Innovation à Singapour. Comme tous les messages de ses petits-enfants, il était poli mais distant, partageant des nouvelles professionnelles sans chaleur personnelle. Les enfants avaient appris le prix de la manipulation en regardant leurs parents et leur grand-mère perdre la face. À l'autre bout de la ville, dans une petite clinique médicale située dans un centre commercial, Marissa Reynolds terminait son quart de travail. L'enseigne sur sa porte indiquait « Médecine familiale », bien loin de son ancien poste de pédiatre prestigieuse à l'hôpital général de Millbrook. Le scandale de fraude aux ordonnances qui avait causé la révocation de sa licence médicale avait mis des années à être surmonté, nécessitant une réadaptation et une supervision approfondie avant qu'elle ne puisse exercer à nouveau. Son minuscule bureau était un rappel constant de sa situation déchue. Là où elle avait autrefois dirigé un grand cabinet privé au sein de l'hôpital, elle traitait maintenant des affections mineures dans une clinique qui s'adressait aux personnes sans assurance. Les murs, autrefois ornés de certificats prestigieux, ne contenaient plus que sa licence médicale de base, nouvellement rétablie, mais marquée de restrictions de façon permanente. La vie de Bruce Cumin avait suivi une trajectoire descendante similaire. L'ancien titan financier travaillait maintenant comme comptable de niveau intermédiaire chez Wood Innovation, sa candidature ayant été acceptée uniquement sur le mérite après des années de difficultés dans des petites entreprises. L'ironie de traiter la paix de l'empire de son ancien rival n'échappait à personne, et encore moins à Bruce lui-même. Son mariage avec Krista s'était terminé par un divorce qui l'avait dépouillé de tout. Valerie Stevens, l'avocate de Krista, avait été impitoyable, efficace pour exposer chaque actif caché, chaque compte offshore. L'homme qui avait autrefois géré des millions vivait maintenant dans un appartement d'une chambre, conduisant une Toyota d'occasion au travail. La liaison qui avait semblé si habilement gérée, si parfaitement orchestrée, avait démêlé non seulement leur mariage, mais tout leur monde social. Bruce et Marissa se voyaient parfois lors des événements importants de la vie de leurs enfants, leur interaction se limitant à des hochements de tête rigides et à des regards évités. La passion qui les avait poussés à tromper Alex pendant 15 ans s'était fanée à la dure lumière des conséquences. Leurs enfants, cependant, avaient prospéré de manière inattendue. Thomas, maintenant âgé de 29 ans, avait gravi les échelons de la structure de Wood Innovation entièrement sur son propre mérite, devenant directeur des opérations pour la division nord-américaine. Sa relation avec Alex avait évolué vers une relation de respect mutuel et d'acuité commerciale partagée. Emma, à 27 ans, avait transformé sa formation en danse en un programme de mouvement thérapeutique prospère, aidant les survivants de traumatismes à guérir grâce à l'expression artistique. Elle entretenait des bureaux à la fois à Millbrook et à Singapour, partageant son temps entre les continents et consultant occasionnellement pour le programme de bien-être des employés de Wood Innovation. Lucas, le plus jeune à 24 ans, était devenu une force dans le monde de la technologie. Ses innovations en matière de blockchain lui avaient valu une reconnaissance distincte de son lien avec Wood Innovation, bien qu'il ait choisi de continuer à travailler au sein de l'entreprise qui lui avait donné son départ. Sa relation avec Alex s'était approfondie en un véritable mentorat, non entaché par des liens biologiques ou des attentes sociales. Les trois frères et sœurs avaient développé une perspective unique sur la famille et la loyauté. Ils entretenaient des relations respectueuses mais distantes avec leurs parents biologiques tout en formant des liens plus profonds avec Alex basés sur des valeurs partagées et un choix mutuel. Leur fond en fiducie,
gérée de façon impeccable par des administrateurs indépendants, leur avait fourni des occasions sans créer de dépendance. Lors d'une récente conférence technologique à Singapour, Lucas avait été interrogé sur sa relation avec Alex Wood. Sa réponse avait fait les manchettes: l'ADN ne fait pas un père, les choix le font. L'homme qui a choisi de nous aimer malgré la trahison, qui nous a montré comment réussir avec intégrité, c'est le père que nous avons choisi de garder dans nos vies. Miranda Hughes, maintenant semi-retraitée mais toujours chef du service juridique de Wood Innovation, conservait une copie encadrée de cette citation dans son bureau. Elle avait regardé l'histoire se dérouler, depuis cette première rencontre avec un mari trahi jusqu'à l'empire qu'elle avait engendré. La lettre qu'elle avait gardée pour les enfants, livrée au moment précis, avait contribué à combler le fossé entre le passé et l'avenir. Wood Innovation avait transformé Millbrook en un centre technologique qui attirait des talents du monde entier. Le caractère de la ville avait évolué, passant d'une enclave suburbaine endormie à une communauté dynamique où l'innovation et la tradition coexistaient. L'ancienne hiérarchie sociale qui avait protégé la tromperie de Bruce et Marissa avait été remplacée par une méritocratie qui valorisait la réussite plutôt que les relations. Alex lui-même avait évolué au-delà du rôle de mari trahi ou de PDG prospère. À 57 ans, il était devenu un mentor pour les jeunes entrepreneurs, en particulier ceux qui avaient été confrontés à des trahisons personnelles. Son histoire était devenue une étude de cas dans les écoles de commerce, non seulement pour son succès technique, mais aussi pour ses leçons sur l'intégrité et la résilience. Il maintenait sa pratique des arts martiaux, la discipline l'aidant à rester ancré malgré son succès massif. Son dojo de Singapour réservait encore les premières heures du matin à son entraînement privé, bien qu'il passait maintenant autant de temps entre l'Asie et Millbrook. La transformation physique qui avait commencé pendant son exil était devenue une partie permanente de son caractère, reflétant la force intérieure qu'il avait découverte à travers l'adversité. La résidence Wood d'origine, où la révélation fatidique de Thanksgiving avait eu lieu, avait été transformée en un incubateur technologique pour les jeunes entreprises. Alex avait acheté la propriété par l'intermédiaire d'une filiale et l'avait transformée en un espace où de nouveaux entrepreneurs pouvaient construire leurs rêves. Le jardin où il avait d'abord entendu l'appel téléphonique de Marissa comportait maintenant des espaces de méditation et des zones de travail collaboratifs. La maison de plage de Caroline, autrefois le théâtre de tant de réunions secrètes, avait été vendue il y a des années. Le produit de la vente avait servi à créer un fonds de bourse d'études pour les enfants de foyers brisés, géré par les mêmes administrateurs qui supervisaient les fonds en fiducie des enfants. La propriété elle-même était devenue un centre de retraite pour les ateliers d'innovation d'entreprise, son histoire sombre transformée en un espace de percée créative. Krista Cummins s'était remariée et avait déménagé en Californie, où elle dirigeait une entreprise de design d'intérieur prospère. Elle collaborait occasionnellement avec Wood Innovation sur des projets d'espace de bureau, sa relation professionnelle avec Alex étant marquée par le respect mutuel de la façon dont ils avaient géré leurs trahisons respectives. L'assemblée annuelle des actionnaires de Wood Innovation, tenue dans le parc technologique rénové de Millbrook, était devenue un rappel de la façon dont la dynamique du pouvoir avait complètement changé. Bruce, tenu d'y assister en tant qu'employé de niveau intermédiaire, était assis tranquillement à l'arrière pendant que son ancien rival présentait des visions de transformation technologique mondiale. Marissa regardait la diffusion en direct depuis sa clinique pendant les pauses déjeuner, voyant la vie qui aurait pu être la sienne si elle avait fait des choix différents. Thomas, Emma et Lucas assistaient à ces réunions à la fois en tant qu'actionnaires et membres de la famille, leur présence témoignant des façons complexes dont le choix pouvait transcender la biologie. Ils avaient appris à naviguer dans leur double héritage avec grâce, reconnaissant leurs parents biologiques tout en choisissant d'imiter les valeurs qu'Alex avait démontrées. Par des journées particulièrement claires, Alex se tenait parfois dans son bureau au sommet de la tour Wood Innovation, regardant la ville qui avait été témoin à la fois de son humiliation et de son triomphe. La vue lui rappelait son bureau de Singapour, bien que les paysages ne pourraient pas être plus différents. Les deux perspectives représentaient la même vérité, que le succès était la meilleure des revanches, mais que la paix était une victoire encore meilleure. Sa relation avec ses enfants avait évolué vers quelque chose d'unique dans les annales de la dynamique familiale. Ils étaient liés non pas par l'obligation ou l'ADN, mais par des valeurs partagées et un choix mutuel. Chacun avait trouvé son propre chemin tout en maintenant le lien qu'ils avaient choisi de préserver. Lors d'une récente cérémonie de remise des diplômes au MIT où Lucas avait été invité à prononcer le discours de fin d'études, le jeune homme avait parlé de la nature de la famille et du choix. Nous ne sommes pas définis par les actions des autres, même de ceux qui nous sont les plus proches. Nous sommes définis par la façon dont nous choisissons de répondre, par l'intégrité que nous maintenons face à la trahison et par les relations que nous choisissons d'honorer. Le discours était devenu viral,
suscitant un regain d'intérêt pour l'histoire qui était devenue presque mythique à Millbrook. Les journaux locaux ont publié des rétrospectives comparant la ville avant et après la transformation de Woodinnovation. Le contraste était frappant, non seulement en termes économiques, mais aussi dans la façon dont la communauté valorisait la vérité plutôt que la prétention sociale. La liaison de Marissa et Bruce, autrefois le scandale de Millbrook, était devenue un récit édifiant sur le coup de la tromperie. Leur choix leur avait coûté non seulement leur mariage et leur position sociale, mais aussi leur dignité professionnelle et le respect de leurs enfants. Ils vivaient avec le rappel quotidien de leurs décisions, regardant de la ligne de touche l'homme qu'ils avaient trahi remodeler le monde qu'ils avaient autrefois pensé contrôler. Le rôle de Caroline en tant qu'architecte de la tromperie lui avait valu une place spéciale dans les légendes édifiantes de la ville. Sa conviction qu'elle savait mieux, qu'elle pouvait orchestrer la vie de son fils sans conséquence, lui avait coûté tout ce qu'elle valorisait, la richesse, la position sociale et, surtout, sa relation avec son fils et ses petits-enfants. Pourtant, l'histoire qui a émergé n'était pas en fin de compte une histoire de vengeance ou de justice. C'était une histoire de transformation, d'un homme, d'une famille, d'une ville et de la nature même du succès. Alex Wood avait montré que les relations les plus fortes sont celles que nous choisissons de maintenir, que l'intégrité est plus précieuse que la position sociale et qu'une véritable famille peut être construite à partir des cendres de la trahison. Le parc technologique témoignait physiquement de cette transformation, son architecture innovante reflétant les changements dans le caractère de la ville. Mais le véritable monument était invisible, il vivait dans les choix faits par ceux qui avaient été témoins du déroulement du drame, dans les leçons apprises sur la loyauté et les conséquences, et dans la compréhension que la famille n'est pas seulement ce dans quoi nous naissons, mais ce que nous choisissons de créer. Alors que l'automne peignait Millbrook de nuances d'or et de cramoisi, la ville est restée un témoignage vivant du pouvoir du choix sur les circonstances, de l'intégrité sur la tromperie et de la paix qui découle de la construction de quelque chose de nouveau plutôt que de s'attarder sur ce qui a été perdu. Le mari trahi était devenu non seulement une histoire de réussite, mais un symbole de la façon de transformer la douleur en but, la trahison en percée et la perte en héritage. L'histoire d'Alexander ou des choix qui ont remodelé Millbrook continuait d'influencer de nouvelles générations, leur rappelant que nos vies ne sont pas déterminées par ce que les autres nous font, mais par la façon dont nous choisissons de répondre. En fin de compte, le plus grand triomphe ne résidait pas dans la richesse créée ou les empires construits, mais dans la démonstration que le caractère, le choix et l'intégrité pouvaient transformer même la plus profonde des trahisons en un fondement pour quelque chose de plus grand que la vengeance, un héritage de résilience, de sagesse et de la puissance de choisir son propre chemin. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous reverrai là.